Bonjour à tous et bienvenue dans ce Weekly Bitcoin qui est aujourd'hui un jeudi puisque demain nous sommes fériés. Je suis comme chaque semaine bien entouré d'Alexandre Lézet, le directeur stratégie Bitcoin chez Capital B. Comment vas-tu, Alexandre? Bah, très bien, et toi? Ravi d'être là cette semaine. Ce sera férié, mais travailler quand même chez Capital B, Ah, hein. très bien. On Ça ne continue. s'arrête jamais. Le Bitcoin ne s'arrête Oui, jamais. oui, Et bah ça exactement. va On est bien sur les horaires également. du Bitcoin. Ouais, toujours. Toujours un Bitcoin d'ailleurs qui a retouché les 82 000 dollars, qui se porte plutôt bien, qui a repris des couleurs. Une forte volatilité ces dernières semaines. Est-ce que c'est le début d'un retournement de marché? Comment ça va se passer? Est-ce que c'est la fin du bear market, un faux rebond? Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Oui, la semaine dernière, j'étais à Bitcoin Vegas, hein, la plus grande conférence Bitcoin au monde. Et les investisseurs les plus importants au niveau mondial sont en train de se repositionner très clairement sur le Bitcoin et même avec euh, plus de capital que ce qu'ils n'ont, c'est-à-dire même en prenant parfois des effets de levier sur leur position. Et donc, le Bitcoin repart fortement et certes graduellement aussi, mais on voit bien que il y a une rotation de l'or vers le Bitcoin qui se perd maintenant depuis plusieurs semaines. On en avait déjà parlé et même avant. Et puis on voit aussi que même d'un point de vue du prix Bitcoin dollar, ça repart également à la hausse. Il y a même certains acteurs qui en fait disent il s'agissait même pas d'un bear market. C'est-à-dire que d'un point de vue purement traditionnel, on peut se rappeler de cycles beaucoup plus violents à la baisse. Là, on voit bien que le Bitcoin s'institutionnalise fortement et que le Bitcoin accueille toute une nouvelle catégorie d'investisseurs qu'il n'y avait pas avant et que ça offre bien entendu beaucoup d'opportunités. Et on voit aussi que les investisseurs se repositionnent également dans le secteur des Bitcoin Treasury Companies avec une anticipation d'un cycle haussier qui aurait pu déjà commencer et qui potentiellement en tout cas est anticipé par les investisseurs. Et donc personne n'a de boule de cristal. En revanche, tout le monde sait que l'inévitabilité de l'impression monétaire, d'autant plus dans un contexte de tension géopolitique, dans un contexte de difficultés énergétiques et dans un contexte global de hyper endettement des États et d'absence de volonté des États de réduire nécessairement leurs dépenses fait que la solution est d'avoir plus de monnaie. Et aussi qu'il y a une anticipation du nouveau chair de la Fed américaine, il y a une anticipation des midterms élections américaines, il y a beaucoup d'anticipation et tout cela fait que les investisseurs se repositionnent sur le Bitcoin. Il y a une forte vague d'IA sur les marchés également. Et on voit que beaucoup d'investisseurs aussi commencent à se dire, tiens, j'ai gagné de l'argent sur le secteur de l'IA. Pourquoi pas sécuriser une partie de ces positions-là sur du Bitcoin, quelque chose qui a de l'avenir en tant que réserve de valeur. Et ça confirme cette thèse que la vague de l'IA, en fait, la vague du Bitcoin. Et voilà, on commence à en voir les tout premiers signes en ce moment avec un Bitcoin qui est quand même passé d'environ 60 000 dollars à environ 80 000 dollars et se redirige doucement mais sûrement vers les anciens all-time highs du Bitcoin qui étaient autour de 120 000 et plus dollars. Et puis, tu sais, à la fin, dans 5 ans, dans 7 ans, quand on sera potentiellement à plusieurs centaines de milliers de dollars le Bitcoin, à plusieurs millions de dollars le Bitcoin, potentiellement même à horizon 5-10 ans, eh bien, savoir de si on aurait acheté le Bitcoin à 60 000, à 40 000, à 80 000 ou à 125 000, bah, ça n'aura pas beaucoup d'importance. Pour nous, ça n'en a pas déjà aujourd'hui. Ce qui compte, c'est le nombre de Bitcoin. Et on voit que le Bitcoin est là pour rester et que tous les jours, il y a de nouvelles institutions financières qui font des annonces pour plus d'adoption. Et donc, tout cela est très, très positif. Alors en effet, quand on dézoome un peu sur la charte du Bitcoin, on voit très bien que c'est un actif très long terme et que voilà, nous on est là pour faire le tour de la semaine et on est content de le voir reprendre des couleurs, mais voilà, on sait très bien que à l'avenir ces prix-là ne nous paraîtront peut-être très lointains et presque ridicules, on va dire, même si c'est pas le terme pour le Bitcoin,
Mais en effet, donc un bull run peut-être retenu, enfin peut-être pas bull run, mais en tout cas une grosse grimpe du Bitcoin un peu retenue par le contexte macroéconomique. Justement, à la conférence de Las Vegas où tu étais, est-ce que ça a parlé un peu de ça? Est-ce que ça a parlé de digital credit? Est-ce que tu as vu des belles conférences? Est-ce que tu as fait des belles rencontres? Est-ce que tu peux nous faire un petit point sur cette conférence? Oui, alors à la conférence, le sujet était le crédit digital. Tout le monde en parlait. On a eu un deal day auprès de plus de 10 institutions financières américaines. Alors c'est organisé par la conférence, hein, c'est le terme qu'ils employaient, ça veut pas dire qu'il y a un deal en tant que tel à ce moment-là, bien entendu. Ça veut juste dire que c'était le moment où les entreprises comme Capital B ont pu rencontrer de nombreux allocateurs de capitaux, de nombreuses institutions financières qui accompagnent les sociétés comme Capital B dans leur levée de capitaux. Et donc, c'était une grande confirmation de l'intérêt gigantesque qui existe pour le crédit digital. L'ensemble des participants à cette conférence et notablement à la partie institutionnelle de cette conférence s'organisent, se structurent et se préparent pour des lancements, des allocations dans des produits de crédit digital à l'échelle mondiale. Et il y a eu des annonces notablement par exemple UTXO Management, qui est un de nos investisseurs stratégiques par ailleurs, du lancement d'un fonds dédié au crédit digital avec aujourd'hui STRC et SATA, les produits de crédit digital perpétuel de Strategy et de Strive, les deux sociétés américaines qui ont déjà lancé ce type de produit, avec l'ambition claire d'étendre ce type de fonds à de nouvelles sociétés qui pourraient émettre du crédit digital. On a également rencontré beaucoup d'acteurs de la finance décentralisée qui participent à la liquidité sur les produits comme STRC, de crédit digital qu'on mentionne souvent maintenant, avec Apix notamment par exemple, qui a acheté pour plus de 200 millions de dollars de STRC. Et donc on voit que c'est des montants qui commencent vraiment à être notables, et tous les autres acteurs de l'écosystème qui se préparent pour le crédit digital qui, en fait, pour simplifier, est une forme de raffinage du Bitcoin pour les 99% de la population qui ne sont pas prêts à subir, disons, la volatilité du Bitcoin, qui est quand même aujourd'hui encore de 60% et plus par an, et qui veulent en revanche avoir accès à un taux de rendement de plus de 10%. Et c'est ce qui est obtenu aujourd'hui sur le produit STRC. C'est ce que réussit, après quelques mois de lancement, à faire Strive également, qui est une société plus petite et qui a réussi à avoir un lancement réussi. Et donc ça, c'est important pour Capital B, puisque ça montre aux investisseurs que le crédit digital n'est pas réservé à un grand acteur qui est Strategy. Il fonctionne aussi pour des sociétés qui ont des milliers de Bitcoin et pas des centaines de milliers de Bitcoin encore. Et donc c'est vraiment extrêmement porteur pour Capital B, puisque ça fournit un contexte relativement similaire à quand on avait lancé la stratégie Bitcoin à l'époque, en novembre 2024. On avait Strategy qui venait de se lancer depuis 2020 et qui avait une grande réussite en 2024. On avait Metaplanet qui venait de se lancer en 2024 et qui commençait à avoir une grande réussite aussi. Et donc là, on se retrouve un petit peu dans la même situation avec Strategy qui a lancé son produit de crédit digital l'année dernière et qui rencontre un gigantesque succès, et Strive, qui est une société de taille plus comparable à Capital B, qui vient de lancer son produit et qui a tout juste un grand succès aussi. Et donc pour Capital B, c'est vraiment des fondations tout à fait propices. Dans le cadre de notre objectif qu'on a annoncé la semaine dernière, dans le cadre de la publication de nos résultats annuels, qui est de pouvoir lancer également, sans pouvoir s'engager bien entendu sur le fait de le lancer ou la temporalité, hein, bien sûr, mais en tout cas un objectif d'aller le plus vite possible vers le crédit digital perpétuel, qui est à notre analyse l'opportunité la plus grande qui existe, et on en reparlera. Mais c'est vraiment un produit qui permet de passer à l'échelle pour beaucoup de sociétés. Mais en même temps, il n'y en a qu'une poignée qui réalise cette opportunité aujourd'hui. Et on compte bien
réaliser cette opportunité-là en Europe. Eh ben, je vous le souhaite et je souhaite à l'Europe de pouvoir aussi bénéficier d'un crédit digital à dispo. Alors en effet, oui, le gâteau est assez grand, les parts de marché sont grandes et même si voilà, des sociétés comme Stratégie ont l'air de prendre toute la lumière, comme tu le dis, il y a toujours de la place pour des entreprises plus petites et il y aura sûrement de la demande tout au long de l'année et dans les prochaines années et à l'avenir. Alors, on va parler un peu de Coinbase qui a annoncé une nouvelle assez importante. Ils ont licencié même d'ailleurs 14% de leurs employés. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi? Est-ce que c'est une raison du bear market? Est-ce que c'est peut-être un passage à l'IA? Pourquoi une baisse d'effectifs aussi importante? Alors, juste avant, je rajouterais, par rapport à ce que tu viens de mentionner, c'est pas seulement que plus stratégie prend de l'ampleur, qu'il nous reste quand même un petit peu d'espace, c'est plutôt que plus stratégie prend de l'ampleur, plus stratégie prend de la lumière, plus notre opportunité grandit sur le sol européen. Si je peux donner une image, c'est comme si on venait de découvrir l'or et que Stratégie était la société qui avait accumulé le plus d'or et que Stratégie détenait 800 000 unités d'or alors qu'il y en avait que 21 millions et que on découvrait que Stratégie était une société américaine et que il y avait un marché qui s'appelle marché européen avec 300 millions et plus de personnes et des dizaines de trillions de dollars de capacité en souterrain, c'est-à-dire que si on continue l'image, imaginons qu'il y avait des dizaines de milliers d'unités d'or en dessous du sol européen qui ne seraient pas exploitées et que on découvrait qu'il y avait un acteur qui était en Europe qui avait la capacité d'exploiter cette capacité-là. Eh bien, plus le modèle de stratégie fonctionne, plus l'or s'apprécie, plus stratégie accumule d'or, eh bien, alors plus Capital B a un potentiel en Europe. Eh bien, si on remplace l'or par le Bitcoin, on comprend bien que en fait, plus stratégie prend de l'ampleur, accumule du Bitcoin, influence également en fait finalement l'orientation du marché du Bitcoin puisqu'ils en achètent tellement que ça commence même à influencer le prix du marché. Eh bien, ça crée d'autant plus d'opportunités. Et donc, c'est d'autant plus intéressant quand on met ça en parallèle avec ce que tu viens de mentionner sur des sociétés comme Coinbase, qui en fait ont été pionniers dans le domaine du Bitcoin depuis les années 2010 et qui, au lieu de se concentrer sur l'accumulation de Bitcoin, se sont concentrés dans le développement d'offres autour de cryptoactifs qui n'ont pas de valeur de rareté absolue et donc qui, au fil du temps, vont vers zéro contre Bitcoin. Et on voit que Coinbase, en fait, se retrouve avec un business très profitable, mais avec une réserve de Bitcoin qui est restée collée autour de 10 000 Bitcoins, alors que Stratégie, en prenant le pari plutôt du Bitcoin, en est à 800 000 plus Bitcoin. Et donc, quand on voit le développement extrêmement fort de Stratégie et qu'on le compare à Coinbase et qu'on voit que Coinbase, en fait, aujourd'hui annonce des licenciements, on voit que d'un côté, il y a une société qui a une réserve gigantesque et de l'autre, il y a une société qui dépend énormément toujours de ses revenus pour ses perspectives de croissance. Et donc, c'est pas mal. C'est juste qu'on voit que quand même, il y a une compétition accrue dans le domaine des échanges de cryptoactifs et que certains acteurs, comme Coinbase, doivent couper dans les effectifs pour maintenir une certaine forme de rentabilité en l'absence d'avoir accumulé une réserve de Bitcoin aussi qui leur permettrait de se développer au lieu de couper. Donc, j'ai pas de critique particulière ou de commentaires positifs ni négatifs. Je pense que c'est tout à fait naturel dans la vie d'une société de réduire la taille des effectifs à certains moments. Le CEO de Coinbase a mentionné qu'il y avait certainement un peu trop de middle management et qu'il fallait réduire un petit peu pour être plus efficace, etc. Donc je pense qu'il n'y a pas de nouvelles particulières en fait à noter d'un point de vue significatif. Ça a un peu marqué les esprits, mais en réalité c'est la vie normale de toute société. Et je pense que c'est plutôt qu'il y a des gains d'efficience qui ont été réalisés chez Coinbase avec l'utilisation de l'IA et que Coinbase ne fait que s'ajuster en fait
aux nouveaux standards de l'industrie, de la compétition. Donc voilà, je pense qu'il ne faut pas non plus en tirer trop de conclusions hâtives, mais on voit quand même un parallèle entre une société qui est stratégique, qui a accumulé plus de 100 000 bitcoins dans les derniers mois, et Coinbase qui reste collé au même nombre de bitcoins malgré un PNL, c'est-à-dire un compte de résultat relativement intéressant, et des coupures de coûts. Donc voilà, je pense que ça montre quand même la valeur importante d'une Bitcoin Treasury Company à travers ce prisme dans la valeur long terme, la clarté, la simplicité long terme de ce modèle de croissance. Et, alors, en effet, donc Coinbase s'adapte voilà, au marché actuel, ils réduisent leur effectif pour, il l'a dit, une transformation des méthodes de travail, Brian Armstrong, le CEO de Coinbase. Mais en effet, ils ne se sont jamais présentés comme une Bitcoin Treasury compagnie en tant que telle. C'est un exchange qui est Bien assez sûr. historique. Ils sont là depuis 2012. Donc, en 15 ans, effet, voilà. ils auraient pu accumuler plus de Bitcoin, mais ils ont choisi de se positionner différemment. Donc, comme tu le dis, voilà, rien d'affolant. Brian Armstrong Rien avait l'air d'affolant, à confiant. condition qu'il réalise quand même un moment qu'il faille acheter plus de Bitcoin. Ouais, Et ça, c'est un autre toujours. sujet. Hein, voilà. Toujours. Bon, il a l'air de dire que la trésorerie reste au beau fixe, donc peut-être qu'en effet, il va Oui, bien sûr. se repositionner et se refocaliser sur ce qui est le plus important. Alors, j'avais une question Alors, justement. lui souhaite de réussir. Ouais, on va revenir, ou peut-être qu'on y reviendra plus tard. On va continuer avec les news de la semaine et on reparlera de Capital B à la fin de ce Weekly Bitcoin. C'est une société française, elle, qui s'appelle Sequan ou Sequence. Tu vas me corriger si je me trompe. C'est Ils ont quoi? vendu plus de 1000 bitcoins. Alors, ils ont justifié qu'une baisse des revenus les avait un peu forcés à vendre ces bitcoins. Est-ce que tu peux nous parler de cette société déjà et de pourquoi ils avaient une trésorerie de Bitcoin à l'origine et pourquoi ils ont décidé d'en vendre une partie? Oui, alors c'est un exemple parmi d'autres de la sophistication nécessaire à la mise en place et à l'implémentation d'une stratégie de Bitcoin Treasury Company. Ce n'est pas simplement parce qu'une société vient à détenir du Bitcoin sur son bilan que, en fait, elle est proprement qualifiée de Bitcoin Treasury Company. Sequence a essayé de rentrer dans le domaine, avait fait une levée aux États-Unis l'année dernière et a malheureusement certainement des financements trop court terme, obligé la société à Rémi. Est-ce que tu m'entends, Alexandre? Oui, c'est bon. Tu m'entends aussi? Ok, ouais, on a été coupé. Navré Le pour ça. Est-ce qu'on stream, est resté en live quand je même? reprends, je regarde tout de suite. Oui, je crois que nous sommes toujours en live. On va vérifier quand même. Désolé pour cette interruption. En effet, c'est resté. Ouais, j'ai l'impression qu'on est en En live live. maintenant, c'est bon. Voilà. Hmm. Bon, ce sont les, Très ce bien. sont les aléas du direct. Excusez-nous Voilà, c'est pour la vie, cette hein, voilà, interruption. on fait le maximum, mais on ne contrôle pas complètement Internet. C'est Alors, ça. donc je disais sur Sequence que donc c'est une société qui est une société basée en France, mais qui est en fait cotée uniquement aux États-Unis et qui a fait une levée de capital l'année dernière, qui avait déjà donc qui avait essayé de se positionner dans le domaine des trésoreries Bitcoin, mais qui malheureusement a certainement pris des financements à trop court terme et qui n'avait pas forcément un niveau d'alignement visiblement au niveau du board pour une stratégie relativement sophistiquée en réalité de type stratégie, de type métaplanète, de type capital B, et qui bon a certainement pris un petit peu peur par rapport à ses obligations en euros, en dollars, et qui a choisi plutôt de vendre son Bitcoin pour anticiper des obligations de dette à plus court terme. Et donc, c'est quand même à nouveau un nouvel exemple que oui,
on parle souvent de la simplicité, de la clarté et de l'efficacité d'un modèle de Bitcoin Treasury Company de type stratégie. Et en même temps, on oublie que en fait, il y a tout un tas d'ingrédients, il y a tout un tas de composantes, une certaine sophistication dans le domaine du Bitcoin et dans le domaine des marchés de capitaux, des équipes dirigeantes et des investisseurs stratégiques, qui est nécessaire pour la réussite d'une stratégie de Bitcoin Treasury Company. Bien évidemment, et on en parlera tout à l'heure, une Bitcoin Treasury Company a toute capacité pour disposer de son stock de Bitcoin. Ceci étant, la réussite long terme d'une Bitcoin Treasury Company est précisément d'accumuler et de conserver le plus longtemps possible et si possible de manière perpétuelle le Bitcoin qu'elle détient pour toujours accumuler et accumuler et accumuler. Et ce que ça nécessite, c'est d'avoir des financements sur le très long terme, le plus long terme possible. Côté capital B, le minimum, c'est 5 ans. Côté stratégie, c'était aussi 4-5 ans et maintenant, il se dirige vers le perpétuel. Côté capital B, c'est également l'objectif d'aller vers le plus lointain possible pour maximiser en fait le bénéfice que tire la société de pouvoir se financer à très long terme dans une devise en fait qui est du dollar, de l'euro qui se déprécie au fil du temps pour acheter un actif qui s'apprécie au fil du temps. Et en même temps, eh bien personne n'a de boule de cristal et il faut être en mesure de passer 1 an, 2 ans, 3 ans de bear market, de marché baissier du Bitcoin, car historiquement, eh bien c'est le type de temps que durent des marchés baissiers. Et donc de manière conservatrice, eh bien stratégie conserve une réserve de cash de 1,5 à 2 ans. Capital B fait de même. D'autres sociétés du même type font de même. Et surtout à des instruments de financement sur le long terme. Et donc, pour des investisseurs, eh bien c'est important de se rappeler que, voilà, quand on achète une société qui détient du Bitcoin, on n'achète pas exactement du Bitcoin. On achète une société qui détient du Bitcoin, qui se finance pour accumuler plus de Bitcoin. Et donc, il faut apprécier à la fois la qualité, bien entendu, de l'accumulation de la société, mais aussi la qualité des modes de financement, du long terme, des coûts de financement, de la trésorerie de la société, de la gestion conservatrice du management, et aussi des investisseurs stratégiques et de l'alignement global des investisseurs stratégiques et du management sur la stratégie. C'est le cas de Stratégie, c'est le cas de Metaplanet, c'est le cas de Capital B, c'est le cas de Strive par exemple aussi, ou encore SmarterWeb UK, Orange BTC au Brésil, ce genre de sociétés qu'on compte quasiment sur les doigts d'une seule main, qui sont en fait les plus concentrés, les plus spécialisés dans ce domaine-là. Et parfois on peut croire que c'est facile. Et oui, l'objectif c'est de rendre à la fin un résultat simple, clair, précis, qualitatif, mais en même temps il y a beaucoup de composantes qui sont nécessaires pour éviter de devoir vendre un actif si précieux que le Bitcoin, et en tout cas de se retrouver avec plus de Bitcoin au fil du temps à chaque fois. Alors, en effet, comme tu le dis et comme tu l'as répété, la stratégie d'une Bitcoin Treasury Company, c'est d'accumuler du Bitcoin le plus possible et le plus rapidement possible. Donc, en effet, la stratégie paraît simple et tient sur une ligne, mais on voit justement avec cet exemple-là que c'est plus dur qu'il n'y paraît. Et qu'en tant qu'investisseur, on le répète souvent, au revenu, c'est qu'il faut investir dans ce qu'on connaît et surtout se renseigner dans les entreprises dans lesquelles on met son argent. Et comme tu le disais, voilà, savoir qui est derrière, quelles sont leurs stratégies, quelles sont aussi leur psychologie, surtout par rapport au Bitcoin, où il faut, voilà, les convictions sont très importantes quand on met ses pièces dans une Bitcoin Treasury Company. Et donc là, on est un bon exemple, une société qui a voulu acquérir beaucoup de Bitcoin en très peu de temps et qui finalement se voit un peu obligée d'en revendre quasiment la moitié, je crois, de leur trésorerie d'un coup. Oui, après, à nouveau, on leur souhaite de pouvoir passer à travers ces difficultés et de pouvoir réaccumuler davantage de Bitcoin. Bien entendu, voilà, c'est aussi des passages qu'on ne souhaite à personne, et on espère qu'ils pourront revenir dans la course. Voilà.
en effet, on leur souhaite et on souhaite aux investisseurs également de tenir bon et de ne pas hésiter également à garder leur Bitcoin et à en faire bon usage. Alors, on va venir du côté des USA maintenant avec Morgan Stanley qui, donc rappelons-le, on en avait parlé déjà plusieurs fois, ils ont lancé leur ETF Bitcoin assez récemment et maintenant ils recommandent vraiment l'investissement en Bitcoin et ils pensent que l'adoption par les banques pourrait continuer à progresser dans les prochains mois, les prochaines années. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire voilà, d'une aussi grosse institution qui incite le public à investir sur le Bitcoin et pense que ça va se populariser dans les prochaines années? Alors, en fait, on en avait déjà parlé auparavant. C'est-à-dire, il y a un avantage sur le weekly Bitcoin avec le revenu, c'est que en fait, les internautes ont accès à une information dont dispose moins de 0,1% de la population et qui est totalement publique. Et donc, on avait déjà mentionné il y a quelques mois maintenant que Morgan Stanley s'apprêtait à ouvrir l'accès à tous leurs conseillers de gestion de fortune de fournir des conseils d'investissement en Bitcoin. Ensuite, on avait parlé du fait que les ETF de Morgan Stanley sur le Bitcoin étaient un événement historique parce que, en fait, c'était jamais arrivé qu'il y ait un tel vainqueur sur le domaine des ETF dans un segment particulier et que après il y ait encore un autre acteur important qui arrive et lance son propre produit. Parce qu'en fait, il y a tellement de demandes que, Morgan Stanley estimait que malgré l'énorme part de marché qu'avait pris BlackRock, sans parler des parts de marché de Fidelity et des 10 autres fournisseurs, Morgan Stanley estimait que c'était tellement important pour leur clientèle qu'ils devaient nécessairement lancer leurs propres produits avec leur propre marque. Et là, on se rend compte que ils ne font pas que en parler, ils font pas que lancer des produits, ils y vont également à l'échelle en termes d'incitation en fait à s'intéresser au Bitcoin pour leurs investisseurs et donc ils commencent à fournir des estimations de taille d'investissement. On a vu que Charles Schwab faisait de même, comme on l'a mentionné auparavant. Au départ, il y a 2 ans, on parlait d'allocation conservatrice de 1 à 2%, et maintenant on parle de 2 à 7%. Donc je ne sais pas à quel moment on est passé de 1 à 7, mais on y est passé. Oui, on est monté d'un cran. On parle du portefeuille quand même global qui est conseillé à tout investisseur américain. On parle d'un marché de plusieurs centaines de trillions de dollars et on parle d'une allocation de 7%. Alors si je prends ne serait-ce que 100 trillions de dollars et que je fais 7%, ça fait 7 trillions. Le marché du Bitcoin aujourd'hui, c'est moins de 2 trillions. Donc rien que sur cette base-là, on peut comprendre pourquoi un BlackRock, par exemple, un Fidelity, estime le Bitcoin à plus de 700 000 dollars à horizon 5 ans et plus. Et donc, on voit que le genie is out of the box, c'est-à-dire que vraiment, on a ouvert la boîte de Pandore, là, et les investisseurs, aujourd'hui, sont sollicités par des dizaines de milliers de conseillers en investissement aux États-Unis pour leur proposer des ETF Bitcoin, pour leur proposer un pourcentage d'allocation dans leur portefeuille de retraite aux États-Unis vers le Bitcoin, et que tous ces éléments-là sont des catalystes très significatifs pour l'adoption du Bitcoin. En fait, c'est contre-intuitif, mais on est en train d'assister à la décentralisation de la détention du Bitcoin. On a l'impression qu'on assiste à la centralisation à travers la financiarisation du Bitcoin. Et en fait, en termes de nombre de bénéficiaires exposés directement ou indirectement au Bitcoin, on est passé peut-être d'une centaine de millions à plusieurs centaines de millions de personnes en l'espace de 2 ans. Stratégie tout seul, c'est déjà 100 millions de bénéficiaires dans le monde entier. 100 millions de bénéficiaires dans le monde entier, rien que pour Stratégie. BlackRock, c'est relativement équivalent. Et donc, on est en train, en fait, de donner un accès au Bitcoin à travers la financiarisation du Bitcoin à une démultiplication
totale du nombre de bénéficiaires directs et indirects de l'exposition Bitcoin. Et donc tout ça est très positif en fait pour l'adoption du Bitcoin mondial, parce que on sait que une fois qu'un investisseur commence à s'intéresser au Bitcoin, au fur et à mesure, eh bien il va avoir peut-être envie d'augmenter son exposition, il va avoir envie d'aller chercher d'autres types de produits autour du Bitcoin. Donc tout ça est très positif et un exemple parmi d'autres. En France, on rappelle BPCE qui ouvre le retail, l'offre retail de Bitcoin déjà aujourd'hui dans certaines régions. Crédit Agricole avec l'ETP Bitcoin via Amundi. Et aux États-Unis, avec Vanguard qui a finalement ouvert l'accès indirectement, Charles Schwab et tout ce que font BlackRock, Fidelity, Morgan Stanley. Là, on parle de vraiment l'intégralité des banques systémiques qui sont en priorité pour les offres Bitcoin spécifiquement. Alors, c'est vrai, comme tu le disais, lorsque BlackRock est arrivé avec son ETF, il y a eu quelques petites peurs de se dire, voilà, est-ce que les institutions vont finalement pas faire main basse sur le Bitcoin, essayer de le contrôler, essayer de le centraliser, voilà, comme tu disais. Mais au final, là, on voit très bien, voilà, quelques années après, que le pont entre la finance traditionnelle et l'écosystème Bitcoin est déjà fait, que c'est plus qu'une question de voilà, qui va traverser ce pont, qui va s'y accrocher, qui va le renforcer. Et en effet, on sent que voilà, des banques se mettent au pied. Morgan Stanley, comme tu le disais, qui se sont fait un petit peu forcer la main par leurs clients qui réclamaient un ETF, qui réclamaient ce produit. On voit que c'est le meilleur départ de tous les ETF qu'ils ont jamais lancés. Donc, c'est assez impressionnant et ça fait plaisir à voir. Et la seule friction restante, puisque là, voilà, tout devient un peu plus fluide. Comme on l'a dit pendant cette sorte de bear market, il s'est passé beaucoup de choses. Il y a eu plein de croissance de tous les côtés, beaucoup de lancements d'ETF, plein de choses positives. Et voilà, la dernière friction qui reste, ça va être peut-être du côté de l'Europe, peut-être du côté de la Fed aussi, avec un nouveau chairman, comme tu le disais, à la Fed. Il y aura peut-être de la régulation qui va se faire. Qu'est-ce qui va rester finalement comme obstacle à une vraie popularisation du Bitcoin à l'échelle vraiment grand public? Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a plus d'obstacles. Les États-Unis ont complètement adopté le Bitcoin. On le rappelle, un des seuls actifs avec l'or, qui est une réserve stratégique des États-Unis. Les institutions financières l'ont également adopté, l'ont transformé en titre financier avec les ETF Bitcoin. Les Bitcoin Treasury Companies et notamment stratégie aux États-Unis prend une ampleur absolument importante et à l'aval de l'ensemble des régulateurs. C'est de même pour les autres grandes Bitcoin Treasury Companies dans les autres pays, régions. Et donc aujourd'hui, c'est en fait tout simplement le temps de l'adoption, le temps de la curiosité intellectuelle des investisseurs, le temps de la performance du Bitcoin aussi. En fait, à la fin, on parle quand même d'une accumulation de Bitcoin et donc souvent les vagues d'adoption du Bitcoin se font avec les vagues de cycles qu'on observe, de cycles de prix du Bitcoin. Et donc, c'est plutôt ça aujourd'hui, les cycles de liquidité qui vont jouer. Maintenant, d'un point de vue effet d'ordre secondaire, il y a quand même des choses qui pourraient encore accélérer ce mouvement-là, et le rendre vraiment, disons, à une échelle tout à fait significative, comme on a pu le voir avec les iPhones et Internet et les réseaux sociaux, ce genre de choses. En fait, il y a un élément qui va à un moment donné propulser le Bitcoin très fortement au sein de l'écosystème bancaire, c'est les règles de Bâle qui impliquent des ratios de solvabilité extrêmement importants lorsqu'il s'agit du Bitcoin. Et donc, en fait, quand une banque veut détenir du Bitcoin sur son propre bilan, elle est obligée de maintenir le double et même beaucoup plus de cash à disposition sur son bilan. C'est 1000% de ratio de solvabilité. Donc, c'est gigantesque. C'est plus que
le double. Et donc, en fait, ça crée une difficulté tout à fait particulière pour les banques de manipuler cet actif pour leur propre compte. Ça ne crée pas du tout de difficulté pour les banques de le détenir pour le compte de leurs clients. En revanche, le jour où les banques vont avoir la capacité elles-mêmes de détenir du Bitcoin sur leur propre compte et sans avoir de difficultés de ratio de solvabilité, en tout cas être traité comme est traité l'or aujourd'hui par exemple, eh bien là, le marché du crédit bancaire va se développer à une vitesse inimaginable aujourd'hui. Et en même temps, on n'en a pas besoin puisque on voit bien que le marché du crédit digital, comme on le mentionne souvent, se développe sans avoir besoin des banques. Et donc c'est plutôt une aubaine en fait d'avoir cette capacité-là pour les Bitcoin Treasury Companies d'utiliser les marchés de capitaux pour bénéficier de ce vide de marché sur le crédit autour du Bitcoin et de proposer les offres de crédit les plus avantageuses, les plus intéressantes et de se développer à une vitesse tout à fait significative qui va leur permettre en réalité d'atteindre des tailles supérieures aux banques elles-mêmes. Donc Stratégie par exemple, en fonction de la trajectoire du Bitcoin, pourrait atteindre plus d'1 million de Bitcoin déjà horizon fin d'année ou horizon fin d'année d'après, par exemple. Il mentionne 36 mois, donc il mentionne 3 ans. Certains analystes mentionnent plutôt la fin de l'année, et donc parfois la vérité se situe entre les deux. Et donc, dans ce cadre-là, si le Bitcoin se dirige vers $1 million, eh bien on se rend compte que Stratégie va probablement devenir la société la plus capitalisée au monde, en tout cas rivaliser directement avec les Magnificent Seven et potentiellement les dépasser. Et donc dans ce cadre-là, eh bien Stratégie en fait pourrait être le plus grand émetteur de crédit autour du Bitcoin au monde. Bon, elle l'est déjà en réalité, mais en tout cas consolider sa position, même dans un écosystème où les banques auraient eu accès au crédit. Et en plus, si les banques ont accès au crédit, eh bien il est possible qu'elles fournissent du crédit également à Stratégie pour acheter plus de Bitcoin. Donc en fait, voilà, ce n'est pas nécessaire, mais c'est l'élément qui pourrait vraiment propulser le Bitcoin, voilà, à plusieurs millions de dollars à l'avenir. Et donc, eh bien, les acteurs américains notamment, ils travaillent fortement. Ce n'est pas nécessaire, mais c'est l'élément qui pourrait vraiment accélérer énormément les choses, en tout cas le démultiplier. Très bien. Alors, donc comme tu l'as dit, voilà, la voie est libre aux États-Unis pour le Bitcoin, plus d'obstacles. Encore un tout petit peu de friction, mais on sait que voilà, la friction permet aussi de lancer encore plus fort et encore plus vite. Alors, est-ce que dans un avenir, une question peut-être un peu utopique ou fantaisiste, mais est-ce que dans un avenir peut-être lointain, on va voir une fusion entre Bitcoin Treasury Company et banques traditionnelles, des rachats, puisqu'on voit que justement maintenant, voilà, il y a déjà une rencontre qui se fait. Est-ce qu'on peut imaginer quelque chose comme ça dans un avenir proche ou lointain? Alors, le business d'une banque n'est pas tout à fait simple, hein. Donc, en fait, les Bitcoin Treasury Companies ont plutôt tendance aujourd'hui à penser que leur structure actuelle est la plus efficiente. Il est tout à fait possible qu'au fil du temps, et c'est même des velléités de beaucoup d'acteurs de l'écosystème, d'aller vers des services de type financier. Mais c'est pas le cas de Stratégie. Stratégie préfère plutôt travailler avec des banques que devenir une banque, en réalité. Préfère en fait faire gagner beaucoup d'argent aux banques et permettre aux banques de leur rapporter également beaucoup de capital, plutôt que de devenir eux-mêmes une banque. En fait, une Bitcoin Treasury Company, comme le mentionne souvent Yves Schefati, président de Tobam, c'est plutôt cet idéal d'institut de réserve qui est capable en fait d'émettre du crédit, d'innover sur la partie de son passif, sur la partie des titres qu'elle peut émettre pour se financer et accumuler plus de Bitcoin, plutôt que pour jouer avec la partie de son actif. Bon, jouer n'est pas le terme, mais enfin, innover plutôt sur la partie de son actif. C'est une possibilité, et c'est quelque chose qui va probablement se développer, hein. Metaplanet déjà génère des revenus au-dessus de son actif,
Mais on voit que c'est une activité en parallèle, c'est une activité complémentaire, l'activité vraiment centrale, en tout cas dans le cadre de la stratégie de Bitcoin Treasury Company, d'une société cotée, eh bien, c'est l'accumulation de Bitcoin à travers des titres de financement long terme. Et ça, c'est pas forcément l'objet principal d'une banque. Et donc, aujourd'hui, une Bitcoin Treasury Company n'a pas nécessairement d'intérêt particulier à devenir une banque, mais peut-être que dans le très très long terme, horizon 20 ans, 30 ans, c'est des choses qui vont arriver, qui pourraient pourraient faire du sens à un certain moment. Mais en tout cas, c'est pas un objectif central sur le court moyen terme pour les Bitcoin Treasury Companies, puisque en fait leurs perspectives de croissance sont beaucoup plus importantes que celles d'une banque. Donc voilà, pas forcément d'intérêt à se transformer en banque et se compliquer la vie, j'ai envie de dire, puisque voilà, la méthode est simple, accumuler du Bitcoin et s'en servir comme outil et le proposer à ses clients de manière simple et efficace. Alors, chers téléspectateurs, l'heure est grave, puisque nous allons parler désormais de Stratégie qui a publié ses résultats cette semaine qui sont au beau fixe. Mais un sujet qui ressort, c'est que, bien évidemment, on sait très bien que le discours historique de Stratégie, ça a toujours été de ne jamais vendre ses bitcoins. Et qui semble peut-être légèrement évoluer avec une évocation potentielle de vendre des bitcoins pour financer évidemment d'autres objets de leur compagnie. Alors, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tout ça et nous dire si c'est vraiment si grave que ça? Oui, alors j'ai une question pour toi, Rémi. Est-ce que tu as déjà joué aux échecs avec 5 coups d'avance? Je suis pas aussi bon que ça aux échecs, malheureusement. Voilà, eh bien, prépare-toi puisque, eh bien, et les auditeurs également. En fait, l'heure est grave pour les personnes qui ne sont pas des auditeurs de l'émission. Puisque, en fait, aujourd'hui, on va partager une information qui est tout à fait publique, hein, mais qui aujourd'hui n'est pas accédée par la plus grande partie de la population. Je vais donner une petite statistique. Tout à l'heure, j'ai mentionné qu'il y avait 100 millions de bénéficiaires estimés de Stratégie en tant qu'actionnaires directs, indirects, etc. Tu sais combien de téléspectateurs il y a eu sur les résultats annuels de Stratégie, Rémi? 300 000. Okay. Voilà. 300 000. Et là, je parle uniquement des personnes qui ont scrollé sur leur téléphone et qui ont vu apparaître que Stratégie avait fait un résultat annuel. Donc ça, c'est 300 000. C'est quand même ensuite, 300 fois plus que notre Weekly Bitcoin, Alexandre. Voilà, donc il y a une marge de progrès. Mais tu viens de tracer notre avenir, Rémi, donc c'est parfait. Il y a ensuite uniquement 30 000 personnes, quand on regarde sur YouTube, qui ont consulté en réalité l'interview. Plutôt, on estime, hein, si on regarde sur YouTube, les personnes qui sont allées sur YouTube, a priori, ont regardé un petit peu plus longtemps que simplement scroller sur X. Donc si on prend ces 30 000 personnes, et encore c'est généreux puisque dans les 30 000, il y en a certains qui ont dû s'arrêter en cours de route. Hein. Mais bon, ils n'ont pas eu l'insider qu'il fallait avoir. Voilà, et donc prenons 30 000. Et donc quand on prend 30 000, on réalise qu'il y a 30 000 personnes sur 100 millions de personnes qui ont en fait réellement accédé à l'information. Et donc, on va la partager maintenant. L'information, c'est que Stratégie ambitionne, comme tout le monde le sait, d'accumuler beaucoup plus de Bitcoin. Et que, contre-intuitivement, eh bien, c'est la capacité, tout simplement, d'une société de pouvoir vendre des Bitcoins, même une partie, qui, en fait, permet aux investisseurs institutionnels de valoriser justement ce stock de Bitcoin, parce que l'investisseur institutionnel valorise le stock de Bitcoin d'une société en euros, en dollars. Et donc, quand la société dit qu'elle a la capacité de vendre du Bitcoin, qu'elle pourrait vendre du Bitcoin pour payer des intérêts, eh bien, l'investisseur institutionnel se dit « Ah oui, effectivement, eh bien, il y a une vraie valeur pour eux dans un standard fiat traditionnel, euro, dollar. Eh bien, il y a une valeur monétisable dans leur esprit du Bitcoin. »
Et il y a un deuxième élément, c'est que en fait, tout simplement, eh bien, c'est la meilleure manière d'expliquer ce qu'est le produit de crédit digital. Le produit de crédit digital qu'on mentionne tout le temps, c'est tout simplement un produit perpétuel dans lequel la société s'engage à verser 11,5% d'intérêt par an, dans le cas de Stratégie. Eh bien, Stratégie a, pour chaque dollar de paiement d'intérêt de dividendes par an, dispose de 1,5 $ de cash et de 58 $ de Bitcoin. Et donc, ce que vient dire Stratégie, c'est tout simplement, est-ce que vous me faites confiance pour vous verser 1 $ de dividende par an si j'ai 58 $ de Bitcoin sur le bilan? La réponse, naturellement, est a priori oui. Le deuxième élément qui est fourni, c'est que en fait, il y a une croyance que Stratégie aurait besoin que le Bitcoin ait une croissance supérieure à 11,5% pour que Stratégie puisse payer ses intérêts. Cette croyance est fausse. En réalité, Stratégie, avec une croissance de Bitcoin de 2,5% par an, 2,5% par an, hein. Historiquement, le Bitcoin, c'est 60% par an sur les 10 dernières années. Les plus bas historiques, c'est 10 à 30%. Donc, si le Bitcoin ne ferait que 2,5% par an, Stratégie peut payer ses dividendes de manière perpétuelle. Perpétuelle. En l'état, si Stratégie s'arrête de faire toute opération, Stratégie peut payer les dividendes pendant 40 ans. Si le Bitcoin diminue de 80%, Stratégie peut payer ses dividendes pendant 10 ans. Si le Bitcoin s'apprécie de 80%, Stratégie peut payer ses dividendes pendant 100 ans. Bon, autant dire que comparé à d'autres sociétés traditionnelles, Stratégie a beaucoup plus de capacité en réalité d'honorer ses obligations que toute autre société, puisque Stratégie en fait a 60 milliards de dollars de Bitcoin sur le bilan et elle a des obligations de l'ordre de 1,5 milliard par an. Donc avec un Bitcoin en croissance, même si on disait de 10 à 30% par an, une Stratégie est en position très très forte pour l'avenir. Mais c'est là les 5 coups d'avance. En fait, quand Stratégie dit officiellement que oui, effectivement, elle pourrait à l'avenir utiliser une partie de ses bitcoins pour payer une partie de ses intérêts, en fait, ce que fait Stratégie, d'une part, c'est tout simplement dire ce qui est déjà dans les résultats annuels, hein, c'est-à-dire que dans toutes les publications de sociétés cotées, il est bien indiqué qu'une société cotée a la capacité de disposer de ses actifs. Donc bon, en fait, il n'y a rien de nouveau, donc ça c'est une Sans information forcément de base. l'annoncer en plus, j'imagine. Alors bon, après, vu la signification de la stratégie de trésorerie Bitcoin, la société quand même, c'est quand même normal qu'elle soit transparente dans sa stratégie. Je pense que si Stratégie vendait du Bitcoin, eh bien elle l'annoncerait immédiatement. Et c'est naturel. En revanche, en fait, les 5 coups d'avance, c'est les suivants. Le premier, c'est que en disant cela, eh bien, ça accélère notablement tous les processus de notation de crédit de la société, puisque les agences de crédit, eh bien, disent, ben voilà, la société non seulement a beaucoup de Bitcoin sur le bilan, mais tout à fait public sur le fait que effectivement, elle peut utiliser une partie de ses Bitcoins pour le paiement de ses dividendes si besoin, etc. Sachant que en fait, Stratégie n'en a même pas besoin puisqu'elle lève des milliards et des milliards de dollars avec ses 2 ATM equity et perpétuels sur les marchés. Mais en tout cas, elle a la capacité. Donc, augmentation de la vitesse à laquelle Stratégie peut augmenter ses notations de crédit. Deuxième élément, augmentation de la vitesse à laquelle Stratégie peut être inclus dans le S&P 500. Parce que c'est tout à fait possible que, en fait, dans les discussions des grands organismes américains de cotation, etc., ce soit le genre d'éléments qui permettent de dire, ben voilà, le public, c'est effectivement dans les publications de la société, mais maintenant le management en parle tout à fait publiquement et donc ça peut ajouter des éléments de confort. Donc, accélération des éléments de notation de crédit qui permettent d'augmenter les flux financiers vers les produits de crédit. Accélération potentielle des procédures en termes d'inclusion dans
tout ce qui est S&P 500 et autres indices supplémentaires. Troisième élément, eh bien, les investisseurs dans le crédit digital qu'est mes stratégies sont d'autant plus rassurés, puisqu'ils se disent, effectivement, c'est pas seulement théorique qu'il y a 60 milliards de bitcoins sur le bilan, il y a aussi la société qui dit clairement que, eh bien, elle peut en utiliser une partie. Quatrième élément, c'est là que ça devient assez intéressant, c'est qu'en fait, quand Stratégie dit qu'elle peut utiliser du bitcoin pour payer des intérêts, Stratégie ne dit pas qu'elle va réduire son nombre de bitcoins sur le bilan. Et c'est là que c'est important d'aller jusqu'au bout des présentations d'earnings de Stratégie et de consulter les 2 heures de la vidéo et les questions avec les analystes et de regarder toute la présentation et les explications. Stratégie détaille précisément comment ils pourraient éventuellement le faire. Par exemple, ils disent que, eh bien, ils ont des bitcoins qu'ils ont achetés au-dessus de 100 000 $. Et donc, qui ont une base de coût plus élevée. Et ils disent qu'ils peuvent acheter du bitcoin lorsqu'ils émettent du crédit à une base de coût plus basse. Et donc, en fait, en même temps qu'ils vendent du crédit digital, donc STRC, c'est-à-dire s'il y a de la demande sur STRC et que Stratégie lève plus de capital sur STRC, eh bien, Stratégie peut payer en même temps un petit peu de dividendes avec du Bitcoin avec une base de coût plus haute pour le remplacer immédiatement et même augmenter davantage avec du Bitcoin qui serait acheté grâce au crédit digital à un prix de Bitcoin qui est aujourd'hui à 80 000 $. Et donc, en fait, Stratégie vient non pas baisser le nombre de Bitcoin, mais augmenter le nombre de Bitcoin et baisser la base de coût générale de ces bitcoins achetés, et baisser la base de coût générale des bitcoins achetés plaît beaucoup aux institutions financières américaines qui allouent leur flux financier sur Stratégie. Et donc, d'une part, ça plaît aux institutions financières potentiellement, et après c'est à comparer aux autres options, hein. En tout cas, ça peut plaire aux institutions financières parce que ça peut baisser la base de coût et continuer à augmenter le nombre de bitcoins sur le bilan. Et d'autre part, et c'est là que c'est intéressant, en fait, il y a beaucoup d'investisseurs institutionnels, pas seulement sur le crédit, mais aussi sur l'equity, sur les actions de MSTR, qui critiquaient un petit peu la société en disant vous payez les dividendes avec les émissions de levée de capital des actions de la société, et ça crée un petit peu de dilution, ça augmente le nombre d'actions en circulation, ça fait baisser un petit peu le cours de l'action, etc. Alors Stratégie disait, en fait, on pourrait vendre du Bitcoin, mais vu que l'action, c'est une sorte de dérivé du Bitcoin, eh bien, on préfère vendre le dérivé du Bitcoin et conserver le Bitcoin et avoir plus de Bitcoin avec le crédit. Et là, ce que Stratégie dit, c'est, en fonction du niveau de valorisation de la société, parfois, Stratégie pourrait décider, si le niveau de valorisation est trop bas, plutôt de vendre un peu de Bitcoin pour ne pas vendre d'actions et acheter d'autant plus de Bitcoin avec le crédit digital. Et donc, certains investisseurs en actions peuvent valoriser ce type d'opération où, en fait, Stratégie, dans la globalité, et c'est là l'importance d'apprécier une opération dans sa globalité, en fait, prévoit d'accumuler encore plus de Bitcoin grâce au fait que les notations de crédit peuvent au fil du temps être améliorées, que ça peut permettre d'être inclus plus rapidement dans des indices qui permettent d'ajouter plus de flux financiers, que certaines institutions financières peuvent allouer plus de capital puisqu'elles sont rassurées par la capacité de la société à honorer ses dividendes et par le financement de ses dividendes et par la baisse de la base de coût, etc. Et certains investisseurs en equity pourraient avoir envie d'acheter plus d'actions s'ils estiment qu'il y a moins d'actions qui vont être vendues. Tout simplement. Et donc, c'est là où on arrive au 5e coup d'avance. C'est que voilà, tous ces effets mis bout à bout font qu'en fait, potentiellement, mais bon, il faut quand même connaître Michael Saylor pour comprendre l'approche, hein. En fait, Michael Saylor a un objectif, c'est d'accumuler le plus de Bitcoin possible, le plus rapidement possible, dans les meilleures conditions possibles. Et il se trouve que c'est aussi la stratégie de Capital B. Et dans ce cadre-là, à l'échelle où est arrivée Stratégie, il arrive à des niveaux de type d'investissement
où les investisseurs peuvent être rassurés par ce genre de communication, ce genre d'affirmation qui montre que la société détient, contrôle les bitcoins, et Michael Saylor lui-même parle du fait qu'il le mentionne et il pourrait le faire, ne serait-ce que pour, et il mentionne le terme inoculer, disons, l'idée, la compréhension que Stratégie peut tout à fait utiliser ces bitcoins sans pour autant que ça ait un quelconque effet sur le marché, voire même que l'effet, et c'est là le 5e coup, voire même que l'effet soit que les flux financiers et la demande institutionnelle pour les produits d'action et les produits de crédit de stratégie soient multipliés par 2, par 3, par 10, du fait de cette valorisation accrue de la valeur en fiat des bitcoins de stratégie par les grandes institutions mondiales. Et si Stratégie arrive à lever 2 fois plus, 3 fois plus, 10 fois plus, bien même s'ils vendent une infime part de Bitcoin pour payer un tout petit peu d'intérêt pour montrer qu'ils sont capables de le faire, eh bien, au final, Stratégie aura fini avec beaucoup plus de Bitcoin que s'il n'avait pas fait cette annonce. Et donc, c'est une annonce qui est tout à fait positive pour l'écosystème, puisque, et on voit d'ailleurs que le marché n'a aucun impact aujourd'hui sur le Bitcoin, suite à cette annonce, par ailleurs. Et c'est une annonce qui est tout à fait positive et qui contribue en fait à l'intégration du Bitcoin dans les marchés de capitaux, l'intégration du Bitcoin dans un langage de type institutionnel qui a vocation à faire augmenter les flux vers Stratégie, vers les Bitcoin Treasury Companies. Et donc aujourd'hui, il y a quelque chose qui se passe qui est absolument extraordinaire. C'est que historiquement, ce type d'information, ce type de description exacte de la stratégie d'une société, ce type d'accès à l'information en temps réel sur le dashboard de stratégie, sur le dashboard de Metaplanet, sur le dashboard de Capital B, mais en fait n'existait pas, il n'existe pas dans les sociétés traditionnelles. Et aujourd'hui, il y a 30 000 personnes sur le live stream de stratégie, c'est-à-dire 0,03% des 100 millions d'investisseurs directs et indirects qui ont accès à cette information. Il y a 2-3 000 auditeurs du revenu qui ont accès à cette information et qui savent bien que le marché est en phase d'accélération très forte sur l'institutionnalisation du Bitcoin, que personne n'a de boule de cristal sur savoir si le Bitcoin va avoir un certain prix dans un temps d'horizon prédéfini. Mais par contre, on sait que la quantité de Bitcoin est fixe. On sait que les acteurs du Bitcoin s'organisent structurellement pour acheter de plus en plus de Bitcoin, que Stratégie achète déjà 5 fois la taille de l'offre fixe de Bitcoin par les mineurs chaque jour. Et on sait que Stratégie, les institutions et les grands indices sont sur le point d'accélérer leur adoption du Bitcoin et des Bitcoin Treasury Companies. Et donc, dans ce cadre-là, il y a quand même une asymétrie d'information qui est assez frappante et qui est en plus sur la base d'une information qui est tout à fait publique. Et donc, oui, il peut y avoir de la volatilité. Oui, le Bitcoin est volatile. Oui, les Bitcoin Treasury Companies sont volatiles. Et en même temps, les facteurs, les signaux d'adoption du Bitcoin n'ont jamais été aussi forts. Les offres bancaires de type systémique sont en accélération comme ça n'a jamais été le cas. Et cette annonce de stratégie indique que des flux financiers de nature beaucoup plus significative pourraient intégrer l'écosystème dans les mois et quelques années qui viennent. Et tout ça est très positif et peut expliquer, Rémi, en partie la raison pour laquelle on est déjà un petit peu passé de $60 000 le Bitcoin à $80 000 le Bitcoin et pourquoi certains investisseurs anticipent ces éléments de marché tout en ayant conscience qu'il faut être patient, qu'il peut y avoir des volatilités sur le Bitcoin et sur les Bitcoin Treasury Companies à tout moment de 10%, de 20%, de 30%, de 50%. Et en fait, peu importe, puisque on sait que le Bitcoin se dirige vers $1 million. C'est un potentiel encore, il y a des risques, chacun d'estimer les risques, mais que cette volatilité-là est le chemin vers les capitalisations les plus importantes
dans chacun des pays, chacune des régions, sur lesquelles les sociétés qui détiennent le plus de Bitcoin vont être, et les sociétés en revanche, comme on l'a mentionné, qui sont les plus sophistiquées, même si elles fournissent un produit qui à la fin est simple à comprendre, ce sont quand même des sociétés qui nécessitent une certaine expertise. Et ben, en effet, je pense que les spectateurs ont évidemment toutes les clés. Ceux qui nous suivent chaque semaine ont, voilà, libre à vous de vous faire votre avis. Et cette émission n'engage évidemment aucun conseil financier, mais juste de vous donner toutes les clés pour comprendre le Bitcoin et connaître un peu plus cet écosystème grâce à Alexandre, notre expert. Donc merci d'avoir clarifié cette annonce de stratégie qui en effet voilà, montre toute l'intelligence de Saylor, puisque si une société aussi historiquement ferme sur ses positions se met à vendre du Bitcoin et que ça fait grimper à la fois le marché et l'action de son entreprise, ce sera vraiment... voilà, ça démontrerait vraiment pourquoi il mérite cette place de numéro 1 et d'y rester encore longtemps. Alors pour terminer, je crois que le temps presse un petit peu pour toi, mais est-ce que tu veux nous parler de cette belle nouvelle de Capital B? Je vois que vous avez levé plus d'1 million d'euros cette semaine auprès du célèbre Adam Back, qui est un investisseur historique de Capital B et le seul à être nommé sur le white paper du Bitcoin. Alors est-ce que tu peux nous parler de cette levée de fonds et à quoi elle va servir? Tout à fait. Alors, effectivement, donc la semaine dernière, on a publié nos résultats annuels, on a publié une présentation qui donne une actualisation sur la stratégie de Bitcoin Treasury Company de la société, enfin, en tout cas, les derniers chiffres et notre vision sur la priorisation du crédit digital perpétuel. Et ce lundi, eh bien, on a annoncé une nouvelle émission du produit qu'on avait mentionné auparavant, sur l'équivalent économique de ce qu'on appelle une call option, c'est-à-dire une option d'achat à prix déterminé dans le futur, avec Adam Back, qui, comme tu le mentionnes, est la seule personne mentionnée dans le livre blanc de Bitcoin, qui est un investisseur stratégique de la société, avec plus de 10% déjà d'investissement dans la société, et qui souscrit ici, comme l'avait fait Tobam, comme l'avait fait UTXO Management, à 1,1 million de primes qui est encaissée directement par la société, sans aucune émission d'action à ce moment-là. Et donc la société encaisse 1,1 million d'euros pour augmenter sa trésorerie et accumuler plus de Bitcoin, et qui permet également d'ouvrir la voie à un potentiel dans les 3 prochaines années pour que Adam Back puisse souscrire à nouveau à 8-9 millions potentiellement d'euros de nouvelles augmentations de capital à un prix qui est déterminé, qui est de plus 30% du prix auquel l'action cotée au moment du deal, et qui est d'environ 0,84, avec une action qui est aujourd'hui plutôt à 0,65-66, et qui en fait permet à Adam Back de resouscrire à un prix fixe, mais qui peut être ajusté à la hausse dans le futur, tout simplement avec la hausse du Bitcoin et la hausse de la MNAV 1.1, c'est-à-dire la valeur à laquelle la société est valorisée par rapport à ses Bitcoins, tout simplement. C'est-à-dire la valeur des Bitcoins plus 10%, par rapport, en prenant en compte toutes les actions émises ou pouvant être émises dans le futur. Et donc, ça permet à la société de structurellement avoir toute une série d'augmentations de capital potentiel dans le futur, avec des investisseurs stratégiques qui accompagnent la société sur le très long terme, et dans des conditions qui permettent structurellement de pouvoir augmenter dans le temps le nombre de Bitcoin par action, qui est notre objectif. Et donc, en cumulant les souscriptions de Tobam, d'UTXO Management et maintenant d'Adam Back sur ces mêmes types de produits de type call option, même si c'est différent, bien entendu, eh bien, ça ouvre l'accès à Capital B à de potentielles levées de capitaux lorsque le Bitcoin reprend, de l'ordre de 20 à 30 millions d'euros supplémentaires, qui, même si le Bitcoin augmente, peut représenter quand même quelques centaines de Bitcoin supplémentaires. Et donc, c'est tout à fait significatif pour la société. Et c'est des opérations qui sont tout à fait bénéfiques également, parce que, eh bien, au moment de la souscription, eh bien, la société reçoit 1,1 million d'euros
cash, sans aucune émission d'actions. Pour référence, la société génère 11 millions d'euros de revenus l'année dernière et 1,2 million d'EBITDA opérationnel. Et donc là, en une opération, la société reçoit 1,1 million d'euros sans aucune émission d'action. Voilà, c'est ce genre d'opération qui est quand même tout à fait qu'on ne voit pas dans les marchés traditionnels et qui est permis par la force, la puissance du Bitcoin et des perspectives d'une Bitcoin Treasury Company comme Capital B. Eh ben, félicitations pour cette opération et ça promet de belles choses à l'avenir. Un beau bilan aussi, d'après ce que tu peux nous dire. Donc, félicitations pour tout ça et bonne continuation. Et ben, merci pour cette émission, d'avoir fait le point de la semaine de l'écosystème Bitcoin. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous rappelle, comme chaque semaine, que le revenu est en kiosque. Ce mois-ci, ça parle d'héritage et de succession. Donc n'hésitez pas à aller le feuilleter, l'acheter ou vous abonner. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux. N'hésitez pas aussi à aller sur le site de Capital B pour vous renseigner de tout ça. Et on vous retrouve avec Alexandre la semaine prochaine pour un nouveau Weekly Bitcoin. Merci Alexandre, bonne journée et bonne journée à tous. Merci à tous et merci à tous nos auditeurs et actionnaires. À bientôt. À bientôt.